Merci Valérie Boyer de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Élue des Bouches-du-Rhône, membre du groupe Les Républicains, on va longuement parler de la réforme des retraites évidemment et du vote de cet article 7. Mais d'abord, vous êtes membre également de la délégation aux droits des femmes au Sénat. Hier, Emmanuel Macron a annoncé dans les prochains mois un projet de loi pour inscrire la liberté des femmes à recourir à l'IVG. Il a donc repris la formulation votée par le Sénat sous l'impulsion de Philippe Bas. C'est une formulation qui avait d'ailleurs divisé la majorité sénatoriale. Est-ce que vous voterez ce projet de loi, quand il arrive? Ça dépend comment il va être rédigé, dans quelles conditions. Alors, parce qu'aujourd'hui, en fait, Emmanuel Macron a un peu fermé le débat. Si Emmanuel Macron ne s'était pas exprimé hier, on aurait pu imaginer que la formulation du Sénat allait refaire la navette parce que c'était une proposition de loi, c'est-à-dire qu'elle allait repartir à l'Assemblée nationale, revenir au Sénat et qu'on se mettait d'accord sur un texte. Après, il y avait deux solutions, soit un référendum, soit la réunion du Congrès où il faut obtenir, c'est-à-dire le Sénat plus l'Assemblée nationale réunis au Congrès à Versailles pour modifier la Constitution, mais il faut les 3/5. Et ça aurait été juste sur ce texte. Or, hier, on a compris deux choses. Le Parlement est évincé, puisque c'est une initiative présidentielle, donc c'est lui qui reprend la main avec la formulation qui reprend celle du Sénat aujourd'hui, mais qu'est-ce qui va en être demain, on n'en sait rien. Mais surtout, il va mettre l'IVG dans un pack constitutionnel qu'on ne connaît pas. Et donc, ça répond vraiment aux inquiétudes que nous avions. Je rappelle qu'en France, personne, aucune force politique ne menace l'IVG. La seule menace qui pèse sur l'IVG aujourd'hui, c'est l'effondrement du service public, c'est les difficultés d'accueil des femmes et de prise en charge. Ça, c'est une réelle menace, mais c'est dans l'application de cette possibilité d'avoir recours ou non à une interruption volontaire de grossesse. C'est absolument pas dans la faculté, dans le droit, dans la possibilité d'avoir recours à une IVG, d'autant que le texte a été bien élargi, etc. Donc, on a aujourd'hui une difficulté supplémentaire qui est posée par Emmanuel Macron, parce que imaginez, vu l'impopularité du président de la République, j'allais dire, vu l'impréparation des réformes, on va y revenir pour les retraites, parce que honnêtement, là, on assiste à un texte où on voit bien que rien n'était bien préparé. Ouais, on va en parler, mais vous nous dites, peur, en mettant ça dans un pacte constitutionnel, ça ne verra pas le jour. On peut avoir peur que... Mais ça l'enterre de facto. Soit ça, il y a des chances que ça l'enterre, soit ça le fragilise. Parce que, et pourquoi mélanger ça avec, je ne sais pas moi, l'allongement du durée du mandat présidentiel, la réforme des territoires, enfin, on voit, ça n'a aucun sens. Donc vous demandez une modification de la Constitution à part. Et puis, moi, je ne demande rien du tout parce que ce droit n'était pas menacé. Et franchement, voilà. Alors, en plus, ça va créer une autre difficulté. Imaginons que ce texte soit voté. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, soit c'est une liberté, bon, ok, mais pourquoi réviser la Constitution pour ça et pas pour le reste? Je rappelle quand même que les Républicains avaient demandé une révision de la Constitution pour renforcer la laïcité, en disant nul ne peut se prévaloir de ses croyances, etc. Donc c'était la formulation de Philippe Bas et de Bruno Retailleau. Donc pourquoi ne pas mettre ça aussi? Donc ça va réouvrir un débat. Donc le fait de réouvrir un débat, ça peut fragiliser le vote. Ou alors, sur le dos de l'IVG, si je puis dire, Emmanuel Macron s'achète un consensus qu'il est incapable de trouver ailleurs. Donc j'avoue que je ne comprends pas bien trop la manip, ni au départ, parce que c'est une sorte d'américanisation de la société. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le Parlement est dessaisi de ce texte tout à fait clairement, puisque c'est à l'initiative présidentielle. Donc la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron, on va voir ce que ça va donner. Et on va évidemment suivre tout ça. On parle de la réforme des retraites, puisque les sénateurs ont donc voté cette nuit l'article 7 sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans. On va revenir sur les temps forts de cette séance quelque peu agitée avec Audrey Vuettez. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Audrey, cet article 7 qui repousse donc l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, donc été adopté cette nuit. Oui, après 7 jours de débat, le centre névralgique, le cœur de la réforme a été voté hier à minuit 10 par les sénateurs. 201 voix pour, 115 voix contre et une trentaine d'abstentions. Un vote plus partagé que le simple clivage gauche-droite, car on a 115 voix contre. C'est plus que les 91 voix de la gauche. Oriane, il y a eu plusieurs abstentions chez vos alliés centristes, mais aussi au sein des LR, 15 abstentions chez les LR. Quel est votre regard là-dessus? Vous savez,
Ce que je regrette, c'est que on a eu très peu de débats sur le fond, puisqu'il y a eu une sorte d'obstruction cordiale, c'est comme ça qu'on l'a nommé, avec des centaines d'articles identiques. On n'a pas pu s'exprimer sur cette question, ni faire avancer le texte, parce qu'on voit bien comment un texte évolue. Hier, il y a quand même 2 choses qui se sont passées, qui sont importantes. On a amélioré la retraite des pompiers, par exemple. On a fait quelque chose pour les apprentis. Vous voyez que le débat fait avancer les choses. Et malheureusement, ce débat, les Français en ont été privés, puisque le Parlement a joué la montre pour que ces articles ne soient pas adoptés. Donc voilà, personne n'a envie de faire une réforme des retraites, mais on y est contraint. On y est contraint, pourquoi ? Parce qu'on a une dette qui est abyssale, 3 000 milliards d'euros, un déficit du commerce extérieur, 168 milliards d'euros, une désindustrialisation de la France. Je me permets d'inviter les téléspectateurs à regarder l'audition d'Arnaud Montebourg qui égrenait toutes les entreprises que nous avons perdues depuis Hollande-Macron. C'est quand même ça aussi qui nous plombe. Donc, juste, Valérie Boyer, sur le fait qu'il ait manqué des voix chez les LR. Non, mais un rapport démographique extrêmement dégradé, je le rappelle. Au moment où on a inventé les retraites sous le général de Gaulle, il y avait 6 à 7 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on en est à 1,7, demain 1,2. C'est-à-dire que si on ne prend pas nos responsabilités aujourd'hui pour sauver le système, pour faire en sorte que les plus modestes puissent continuer à avoir leur retraite, les autres, ils ont capitalisé. Donc, ils auront quelque chose. Eh bien, le système s'effondre. Donc, voilà. Donc, bon, que nos collègues aient eu des doutes, je peux le comprendre. Ils expriment ces doutes. Je suis convaincue que la nécessité, c'est plus peut-être aussi les conditions du débat, les conditions de la réforme. Et en plus, on a, à ma grande surprise, parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça de la part d'Elisabeth Borne. Je ne partage pas, je ne fais pas partie de sa famille de pensée politique. Mais elle avait la réputation d'être quelqu'un de très sérieux, de très concret, etc. Et là, on arrive dans la précipitation au plus mauvais moment, au moment où il y a de l'inflation, etc., avec une réforme qui n'est pas préparée et qui n'est pas négociée. Parce que ça arrive au Sénat. Mais je rappelle quand même qu'à l'Assemblée nationale, outre l'extrême gauche qui a pollué les débats, la majorité présidentielle n'a pas été tenue non plus. Donc ça prouve bien que cette réforme était mal préparée, mal ficelée, et ce qui met les Français face à une vocifération contre, où on n'arrive pas à leur expliquer les enjeux. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et Audrey, vous l'avez dit, ce vote, il a lieu au terme d'une séance tendue. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La séance a débuté hier à 16h30 avec une quinzaine de rappels au règlement de la gauche. Il faut dire que la veille, elle avait tout simplement quitté l'hémicycle pour protester contre le rejet d'une centaine de ces sous-amendements jugés irrecevables. Pour protester aussi contre l'utilisation de l'article. Excusez-moi, je me permets de vous interrompre. Après 170 ou 178 amendements identiques, où on modifiait une virgule, on modifiait une heure, on modifiait un jour. Pardon, madame. Jugés irrecevables, en tout cas par la commission qui a pris 45 minutes pour les examiner. Protester aussi contre l'utilisation de l'article 38 par les sénateurs, un outil du règlement intérieur du Sénat, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui permet de réduire drastiquement le nombre de prises de parole sur un sous-amendement. Écoutez la réponse des sénateurs de gauche. Je voulais m'adresser à Monsieur le Président Gérard Larcher, qu'il m'écoute. Monsieur le Président Gérard Larcher, dans la nuit d'hier, vous avez été davantage le président des LR que le président du Sénat, en se soumettant à l'agenda du gouvernement avec cet article 38, article réclamé par le président Retailleau et applaudi par les centristes. Monsieur le Président Larcher, vous décrédibilisez notre institution et le travail parlementaire. Vous l'avez entendu, une charge particulièrement violente du sénateur communiste Pascal Savoldelli contre le président du Sénat. Et l'ambiance à ce moment-là n'est pas prête de retomber, car quelques minutes plus tard, alors que le Sénat examine enfin les amendements de l'article 7, dont un pour une sorte de surcote pour les femmes, Bruno Retailleau, le président des LR, dégaine à nouveau l'article 38 pour limiter le nombre de prises de parole. L'obstruction, c'est un Parlement qui se fait harakiri. L'obstruction, c'est la négation du parlementarisme. L'obstruction, c'est une prise en otage d'une minorité sur l'ensemble de l'institution. Si
Et vous nous obligez à recourir à l'article 38. Si chacun est raisonnable, si chacun discute au fond des articles sans volonté d'obstruction, alors oui, chacun pourra jouer le jeu. Sauf qu'après une courte nuit, une nuit compliquée où la gauche a vu tomber 1 millier de ses amendements après un coup politique de la droite, on pourra peut-être en reparler, eh bien la nouvelle utilisation de cet article ne passe pas. Quand on a un amendement qui porte sur la question des bonifications pour les agents de la fonction publique ou des majorations de durée d'assurance pour les femmes du secteur privé, même pas celui-là, vous voulez qu'on le discute, même pas celui-là, un 8 mars. Mais vous vous rendez compte ce que vous faites? Mais c'est une honte. C'est plus ce que vous nous... Attends, tu permets? C'est plus l'application du règlement. C'est une volonté délibérée de faire taire l'opposition par tous les moyens, y compris sur les sujets, parce que la personne va bien nous expliquer qu'on est hors sujet, que c'est contradictoire, qu'on ne peut pas en parler. Et tout à l'heure, sur les amendements de M. Savary, on aura le droit de s'exprimer ou comment on fait? On fait un mot au Président. Monsieur le Président, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si on aura le droit de s'exprimer? Je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est ça l'idée? C'est de nous humilier en plus? Mais c'est pas nous que vous humiliez, c'est les femmes, toutes les femmes. Est-ce qu'avec l'article 38, la majorité sénatoriale a humilié la gauche du Sénat? Non, mais absolument pas. D'abord, je voudrais dire, sur le plan global, aucun parti n'a le monopole des femmes. C'est insupportable, même si on est au lendemain du 8 mars. Justement, heureusement qu'il y avait la majorité sénatoriale, heureusement qu'il y avait Bruno Retailleau et les Républicains et les centristes pour avoir des avancées qui n'existaient pas dans le texte d'Elisabeth Borne, ce qui est quand même incroyable sur la protection des mères de famille. Je ferme cette parenthèse pour l'instant, mais je pense qu'on y reviendra. Alors, pour la technique parlementaire, vous savez, il y a plusieurs choses qui peuvent être déclenchées. Le gouvernement peut déclencher aussi un article pour permettre que les débats puissent avoir lieu, mais de façon restreinte, c'est-à-dire un pour, un contre sur un article. C'est possible. Ça, c'est pas humilier, c'est pas ne pas discuter, mais c'est examiner justement et respecter tous les amendements. Or, l'utilisation du temps de parole par la gauche, comme par l'extrême gauche à l'Assemblée nationale, eh bien, n'a pas permis justement d'examiner tous ces amendements. Et effectivement, quand l'article se cache derrière le Sénat? Oui. Parfaitement. Mais bon, c'est bon, là on a avancé. Mais l'article 38 qui a été déclenché par le Sénat, c'est-à-dire une disposition qui existe dans le règlement intérieur du Sénat, permet quoi? Eh bien, il permettait d'avoir des débats, mais restreints, c'est-à-dire qu'on n'avait pas 170 amendements pour changer une virgule, pour changer un jour, et en fait pour ne pas parler du fond, parce que c'est ça qui s'est passé justement, et utiliser notre temps de parole pour faire de l'obstruction, même cordiale, parce qu'il n'y a pas eu de bazar ni de grossièreté échangée au Sénat, eh bien c'est pas correct vis-à-vis des Français. On ne peut pas leur voler le débat une deuxième fois. Et quand il n'y a pas eu de manipulation, je rappelle que vous pouvez amender sur un article, mais quand c'est un sous-amendement, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la Commission des affaires sociales a modifié le texte et a sous-amendé le texte, ce qui a changé le texte initial et donc qui a fait tomber les amendements qui étaient identiques, qui étaient là pour l'obstruction, sur l'article. Eh bien, à ce moment-là, quand vous redéposez des amendements sur le sous-amendement, ils doivent être liés au sous-amendement. S'il parle d'autre chose, si par exemple, je ne sais pas, vous parlez de la retraite des sapeurs-pompiers et que vous avez un sous-amendement pour parler de la retraite des artisans et commerçants, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est pas du tout une manipulation, c'est une application du règlement intérieur. Donc, il n'y a eu aucune humiliation, aucune manipulation, mais l'utilisation du règlement intérieur par la majorité sénatoriale, de la même façon qu'il y avait eu une utilisation du règlement intérieur par la gauche, les écolos, etc., pour faire traîner les débats. Sur la suite des discussions. On en est à l'article 7. Il y a 20 articles dans ce projet de loi. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir l'examiner jusqu'au bout et voter dimanche ?
Écoutez, je l'espère parce qu'on a des choses très importantes à voir. Il faut les petites pensions, la pénibilité, la retraite des mères de famille qui doit être examinée plus en détail. Malheureusement, on n'aura pas pu aller aussi loin parce que le débat nous en a empêchés, mais je pense qu'on y reviendra dans un autre texte, etc., etc. Donc il y a plein de choses. Par exemple, les pensions de reversion pour les orphelins, les pensions de reversion versées aux personnes handicapées. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont extrêmement importants. On a déjà passé le CDI senior, ce qui était quand même aussi une avancée sociale importante et un gain pour la collectivité. Donc toutes ces choses-là, c'est important qu'on les débatte, c'est important qu'on les fasse avancer. Vous savez, dans tous les textes, on prend des amendements de l'opposition, de la majorité, mais le débat parlementaire, ça sert à améliorer le texte, ça ne sert pas à empêcher le débat. Merci Audrey. À tout à l'heure. On va parler toujours de ce sujet. On en parle. Et nous aussi, on va continuer à en parler. Valérie Boyer, on va parler de la question des femmes dans cette réforme des retraites. Pour ça, on va chez vous, à Marseille, où on retrouve Léo Purguette. Bonjour Léo. Merci beaucoup d'être là, président et directeur éditorial de la Marseillaise. Léo, les femmes qui étaient très mobilisées hier à Marseille à l'occasion de la journée des droits des femmes, et elles ont exprimé leurs inquiétudes sur ce projet de loi de retraite. Oui, les enquêtes d'opinion nous disent qu'elles sont très majoritairement opposées à cette réforme. Celles qui sont les plus mobilisées d'entre elles estiment qu'elles sont doublement pénalisées par cette réforme. Elles l'ont exprimé très bruyamment hier, avec des manifestations tout au long de la journée à Marseille notamment. Et la question que j'avais envie de poser à la sénatrice Boyer, c'est qu'est-ce qu'elle a à répondre à ces femmes qui s'estiment doublement lésées par le texte et puis par la validation par le Sénat de l'article 7 ? Alors, moi, je comprends l'inquiétude des hommes et des femmes sur ce texte. Mais je voudrais souligner une chose qui n'existait pas dans le projet d'Elisabeth Borne, qui n'existait pas dans le projet de la majorité présidentielle. C'est justement la prise en compte des mères de famille. Pourquoi ? Parce que la retraite est le reflet de la carrière. Or, on sait très bien que les femmes décrochent quand elles deviennent mères de famille. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont des difficultés pour leur retraite et des difficultés dans leur carrière. Donc, nous, ce que nous avons préconisé, c'est qu'elles aient une surcote de 5%. Qui leur permet quand même d'avoir un bonus important. Mais on oublie de le dire, que pour les femmes, dès le premier enfant, hein, je le précise, hein, pour les femmes qui ont une famille nombreuse, c'est-à-dire 3 enfants et plus, elles conservent le bénéfice des 10%. Donc ça, c'est extrêmement important. Moi, je suis convaincue, parce que j'ai déposé un amendement qui a reçu un avis favorable. J'ai demandé un rapport, justement, sur cette question pour qu'on puisse aller plus loin. Ce que je regrette, c'est que la confusion du débat ne nous ait pas permis, sur ce texte-là, d'aller plus loin et peut-être d'améliorer encore ce texte. Mais je suis convaincue qu'on y reviendra, parce que lorsque nous aurons des éléments que le gouvernement a été incapable de nous donner, parce qu'on a quand même travaillé sans étude d'impact, je vous dis encore, je suis quand même très étonnée de ça, compte tenu de la réputation qui précédait Elisabeth Borne. Eh bien, à ce moment-là, on pourra probablement revenir et améliorer les choses. Donc, il faut prendre d'autres mesures. Avec des études d'impact. Oh, bah, probablement. Il faut revenir sur la question du départ anticipé. Il en avait été question. On verra ce qui se passera. Mais de toute façon, déjà, la difficulté, c'est que ce texte est un texte restreint. Il est restreint par le choix qu'a fait le gouvernement de passer par le 47.1, c'est-à-dire un débat contraint. C'est pour ça que la gauche et l'extrême gauche ont joué l'obstruction pour qu'on ne débatte pas, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et le choix qu'a fait le gouvernement de placer cette réforme importante et nécessaire, contrairement à ce qu'avait prétendu Emmanuel Macron, dans le projet de financement de la sécurité sociale. Personnellement, j'aurais préféré qu'on ait un texte beaucoup plus global où on parle à la fois du travail, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est qu'est-ce qu'on fait, et notamment pour les mères de famille, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans notre pays pour mettre fin à cette violence qui s'oppose aux jeunes femmes qui aujourd'hui doivent choisir entre travailler et avoir un enfant. Et c'est un choix qui leur appartient, mais vous savez que beaucoup d'entre elles disent « Moi, j'aurais bien aimé avoir plus d'enfants,
Mais la société n'est pas accueillante pour ces femmes qui choisissent de travailler et d'avoir un enfant. Donc c'est ça qu'il faut absolument améliorer. Une réforme des retraites, ça repose sur un projet global. Vous savez bien que le rapport démographique est essentiel. Et quand, avec François Hollande et Emmanuel Macron, on détruit la politique familiale. Donc, on empêche ces femmes de choisir entre travailler et avoir des enfants. Elles sont contraintes de travailler et elles se privent d'avoir les enfants qu'elles souhaitent. Et autant, je partage totalement la liberté d'en avoir ou pas, mais pour celles qui veulent. Pourquoi on ne les accompagne pas mieux? Pourquoi le quotient familial est toujours aussi élevé? Pourquoi toutes les aides pour les gardes d'enfants ont été rabotées? Pourquoi le quotient familial a été explosé sous François Hollande et sous Emmanuel Macron? On voit bien le résultat aujourd'hui. Et personne ne parle de cette violence qui est faite aux jeunes femmes aujourd'hui. Eh bien, moi, je souhaite qu'on en parle, qu'on aille plus loin. Malheureusement, ça n'a pas pu être abordé aujourd'hui. Ça le sera dans la loi travail. Et c'est dommage. Et effectivement, en saucissonnant le projet comme ça, en faisant en sorte qu'on examine ce texte avec de l'inflation, avec des déficits, avec une crise sociale, avec un président de la République qui avait fait le quoi qu'il en coûte et qui avait dit que cette réforme n'était pas utile et nécessaire, je comprends que les Français ne comprennent pas. C'était, pour moi, j'aurais voulu qu'on ait un projet beaucoup plus global, mais on n'a pas le choix. Et puisque c'est le gouvernement qui a choisi à la fois le véhicule législatif et la façon de l'examiner, et puis avec une majorité que le président de la République ne tient pas. Parce que rappelons quand même qu'à l'Assemblée nationale, sa majorité n'a pas été unie derrière ce texte. Léo, vous avez une autre question, plus politique. Oui, justement, d'ailleurs, on l'entend dans vos propos, Madame la sénatrice, on connaît votre intransigeance à l'égard de la majorité présidentielle, des macronistes à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. N'avez-vous pas le sentiment, en soutenant ce texte, d'être tombé dans un piège du président et d'apparaître désormais comme une béquille à sa majorité chancelante ? D'abord, je réfute le thème d'intransigeante. Je suis dans l'opposition, mais je ne suis pas ni bornée ni bloquée. Et quand les choses vont dans le bon sens, je le fais. Comme par exemple le Rassemblement national qui a voté le texte pouvoir d'achat. On ne lui dit pas que c'est la béquille de la Macronie, et pourtant il l'a fait. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la compromission. Nous avons voté notre texte. Sans le Sénat, il n'y aurait pas eu l'avancée sur les pensions de réversion, il n'y aurait pas eu des mesures pour les seniors qui sont très concrètes et qui vont leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Sans le Sénat, il n'y aurait pas eu des avancées pour les mères de famille, et la liste est longue. Donc, bien sûr que nous avons, dans l'épure qui avait été imposée par le président de la République, voté ce texte. Vous savez, nous sommes responsables. Ce qu'on ne veut pas, et ça a été notre boussole absolue, c'est que les petits retraités se voient privés de pension parce qu'on est dans une crise sans précédent, avec de l'inflation, avec une dette, avec un déficit du commerce extérieur. C'est ça notre sujet. Merci Léo. On va continuer à parler d'LR. Je remercie Léo. La lutte contre la fraude aussi, excusez-moi, un sujet éminemment important, qui est la lutte contre la fraude sociale. Le gouvernement procrastine sur ce sujet qui est extrêmement important. Et si on ne remet pas de la confiance dans le système, comment voulez-vous que les Français comprennent qu'on réforme ? Retraités, égalité, femmes-hommes, elles ne lâcheront rien. C'est la une de la Marseillaise. Merci beaucoup, Léo Purguette. Et nous non plus, on lâche pas. On va parler des LR, puisque Léo vous posait la question, et des positions chez les LR qui ne sont pas toujours identiques. On va écouter Aurélien Pradier, qui a rencontré hier Laurent Berger pour échanger avec lui. On l'écoute, c'était au micro de LCP. Ce que nous partageons avec Laurent Berger à plusieurs, c'est le fait que la durée de cotisation pour nous est plus importante que la question de l'âge légal. Vous partagez ce que dit Aurélien Écoutez, Pradier. Aurélien Pradier n'est pas la boussole des LR. Moi, j'aurais préféré que vous montriez Bruno Retailleau, qui lui est le président de groupe. C'est quand même la moindre des choses. Ou Éric Ciotti, qui est le président de notre parti politique. Olivier Marleix, qui est le président. Écoutez, moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le président du groupe, Olivier Marleix, à l'Assemblée nationale propose. C'est ce que Bruno Retailleau propose au Sénat. Et c'est ce que Éric Ciotti, le président du parti, propose. Voilà. En dehors de ça, si les gens ne se sentent pas bien dans notre parti, je le comprends, je le conçois, mais... Alors lui, c'est pas ce qu'il dit, il ne dit pas qu'il veut quitter votre famille, mais est-ce qu'à un moment, Éric Ciotti doit l'exclure ? On n'est pas là pour commenter ce que font les uns ou les autres. Moi, j'appartiens à la direction
direction du parti. Interroger quelqu'un qui est à la direction du parti, je pourrais en discuter. Là, c'est pas le cas. Mais vous savez très bien que ça pose un problème politique. Parce qu'il risque de manquer des voix à l'Assemblée nationale et ça pourrait contraindre le gouvernement à utiliser le 49.3. Ce qui pose, c'est le problème du gouvernement. Il a qu'à tenir sa majorité aussi. Ce qui pose un problème politique, c'est de commenter des choses qui n'ont pas d'intérêt. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est comment on va faire en sorte que la retraite par répartition soit garantie. Comment on va faire en sorte que les Français puissent avoir leur pension de retraite. Comment on va faire en sorte que celle-ci ne soit pas diminuée. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est soit on diminue les pensions en restant comme ça et on appauvrit les Français. Je rappelle quand même qu'en France, le niveau des pensions est tel que les retraités français sont moins pauvres que ont une meilleure situation que leurs voisins européens. C'est ça qu'on veut maintenir. Voilà. Maintenant, les commentaires, les crises existentielles des uns et des autres qui font tout pour exister, je regrette que vous vous prêtiez à ce genre de choses qui nous empêchent de discuter du fond. On en a beaucoup parlé pendant 25 minutes. Merci beaucoup, Valérie Boyer. Vous reviendrez nous voir très vite puisque le prochain projet de loi, c'est le projet de loi immigration. Et évidemment, c'est un essentiel sujet aussi sur lequel vous travaillez. On en parlera très vite avec vous. Merci, Valérie Boyer, d'avoir été notre invitée.